ils peuvent communiquer entre eux, on l'a déjà montré dans le passé pour d'autres applications. Donc, comme Albert l'a dit, moi ce soir j'aimerais vous parler d'intelligence artificielle. Et comme je suis physicienne, j'aimerais bien vous parler aussi du sujet qui me passionne, c'est les circuits de l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait on parle beaucoup d'algorithmes, c'est-à-dire de programmes informatiques, mais en fait cette intelligence artificielle, il faut la faire mouliner sur des ordinateurs. Je voudrais vous parler du futur de ces ordinateurs. Mais quand même, avant de faire ça, j'aimerais qu'on décrypte ensemble ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et surtout, moi, mon but, c'est pas d'aller jusqu'au bout de mon exposé ou de faire quelque chose de compliqué. Donc surtout, n'hésitez pas à tout instant, si vous voulez une clarification, s'il y a un point à discuter, à m'interrompre, et on en parle ensemble. N'hésitez pas, est maintenant devenu commercial, d'usage courant. Donc l'intelligence artificielle, elle est partout. Par exemple, lorsque vous faites une recherche sur Google, c'est assisté par une intelligence artificielle. Maintenant, les intelligences artificielles sont capables de classer vos photos sur votre appareil, sur votre portable, et de reconnaître les personnes. L'intelligence artificielle, c'est aussi elle qui détecte vos goûts, et donc qui vous conseille des publicités personnalisées sur Internet. On voit, dans mon cas, vous voyez, qu'elle voit des robes que je n'aime pas du tout. D'ailleurs, la reconnaissance de motifs, c'est quand on a énormément de données, c'est de reconnaître des corrélations dans les données. Donc une manière très simple de le voir, ce sont les images en fait. Reconnaître des motifs dans des images, ça veut dire reconnaître qu'est-ce que c'est qu'un chat dans une image, reconnaître un chien, reconnaître différentes choses dans les images. Donc vous voyez ici un exemple, c'est d'algorithme d'intelligence artificielle. Vous voyez qu'on lui présente des images et puis ensuite elle doit reconnaître ce qu'il y a dans l'image. Donc vous voyez qu'elle donne des différentes réponses. Donc, par exemple, le jeu Go, qui était réputé pourtant extrêmement complexe, une intelligence artificielle qui s'appelle AlphaGo a battu le champion du monde coréen, Lee Sedol. Vous voyez ici qu'il est affligé par le résultat. Une intelligence artificielle, ça peut aussi jouer au poker, mieux qu'un humain également. Donc, elle bat maintenant régulièrement les humains au poker. Donc, essayer de découvrir les corrélations du style de Van Gogh. Et ensuite, on peut lui donner une photo complètement différente et elle va appliquer le style de Van Gogh à cette photo. Et ça peut créer ce genre de... Voilà, on lui donne une photo qu'on a prise et ça la transforme avec un style qu'elle a appris à partir d'un peintre. Donc ça peut faire ce genre un algorithme, en fait. C'est vraiment extrêmement similaire à une recette. Donc c'est vraiment tout à fait similaire. Donc, un algorithme, c'est une série d'instructions qu'on va donner à un ordinateur pour qu'il les exécute les unes après les autres. Alors, un algorithme, un programme classique, comme, je ne sais pas, Word ou Excel, c'est une recette où on connaît tous les ingrédients. On sait exactement la quantité de chocolat, de farine pour faire un gâteau au chocolat, mais qu'on connaisse le goût. Il y a quelqu'un parmi vous qui connaît le goût parfaitement du gâteau au chocolat, qui sait ce qu'il veut obtenir. Et notre but, c'est de faire un gâteau au chocolat, d'obtenir, de transformer, de définir un chat. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un chat, sachant qu'un chat, ça peut être de toutes couleurs, ça peut sauter, ça peut être dans plein d'orientations différentes. Comment est-ce qu'on est capable de dire à un programme, là, dans cette image, il y a un chat. En fait, on ne sait pas bien le faire. Et c'est pour ça qu'en fait, la meilleure manière de le faire, c'est d'utiliser un algorithme d'intelligence artificielle à qui on va fournir ces réflexions, des CDR. En fait, ils décrivent un réseau de neurones. Donc en fait, un réseau de neurones, c'est comme dans le cerveau. On a des neurones qui sont connectés entre eux par des synapses. Donc on peut les représenter. Ensuite, cette série d'instructions, elle est complètement décortiquée, écrite en binaire sous forme de 0-1. Et ensuite, ça s'est envoyé vers un processeur d'ordinateur où ça mouline, mais il n'y a pas de neurones, il n'y a pas de synapses, c'est complètement décortiqué, tout est binaire. Et ça tombe là-dedans. D'accord ? C'est ça l'intelligence artificielle. On a entraîné une intelligence artificielle à reconnaître le panda. Vous voyez ? Et ce que des chercheurs ont montré, c'est qu'en fait, on peut attaquer ces intelligences artificielles, leur faire complètement planter. On rajoute du bruit à l'image, mais un bruit qu'ils ont choisi exprès pour le rendre, pour tester un peu l'algorithme, pour aller à ses limites, en fait. Donc on rajoute ce bruit à l'image, ça donne cette image. Vous voyez toujours un panda. Par contre, l'intelligence artificielle, elle est sûre à 99% que c'est un singe gigot. Voilà, sûr. Donc vous voyez, ça c'est une des grosses limites de l'intelligence artificielle, elle va tomber. Ça, l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça ne sait pas faire ça. Et puis, un autre souci actuellement de l'intelligence artificielle, c'est du nombre faramineux de données dont elle a besoin pour apprendre. Pour apprendre ce que c'est qu'un chat, il faut montrer des images de chats
étiquetés par des humains. Chaque humain, il y a des humains qui ont dit ça, ce qu'on voit c'est un chat, c'est un chien, il faut lui en montrer des millions, des millions. Un enfant, vous lui montrez 3 chats, même je sais pas 2, il sait ce que c'est qu'un chat. Ça, on ne sait pas encore faire ça aujourd'hui. Très mal. Et l'intelligence de concepts, etc. On en est très 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 loin. Voilà, aujourd'hui. Et il faudrait, pour qu'on aille là, qu'il y ait vraiment des avancées considérables dans la compréhension du cerveau et des algorithmes. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, je ne sais pas quand, mais on ne sait pas. Il y a énormément d'efforts et d'investissements actuellement, vous savez, dans ce champ de recherche. Je reçois un petit mail qui vient de changer de. Maintenant, c'est une compagnie qui s'appelle OS qui vient de le racheter. Et donc, je reçois un petit email, puis là, je reçois qui me disent voilà, est-ce que ça ne vous embête pas que, que vos données personnelles, qu'on utilise en fait vos informations sur votre compte, puis dans tout ce qu'il y a dans vos mails, pour ensuite cibler des publicités, spécialement pour donc ils vont vraiment analyser le contenu de tous mes mails sur de manipuler une image. Donc, ici, vous allez voir, ça c'est le chercheur qui va faire les mimiques. Vous allez voir que Trump va très gentiment suivre les mimiques du chercheur. Enfin, si j'arrive à faire tout le truc. Ah, ça marchait. Ça a marché un petit peu. On ne plus avoir une foi, c'est-à-dire qu'on va être obligé de faire foi à des médias. On ne va plus pouvoir faire foi quand on lui-même, il va être trop aisément manipulable. Voilà. Donc c'est très impressionnant. Voilà. Bon, donc il y a énormément de. Voilà, l'IA, c'est bien que ce soit débattu publiquement, c'est important parce que vous voyez qu'il y a toutes ces questions données, ça peut vraiment aider au diagnostic. Ça peut aider à concevoir de nouveaux médicaments, faire des prothèses intelligentes également, pour, je ne sais pas, aider les malvoyants par exemple, avec des caméras directement reliées. Ça peut aider aussi à canaliser le trafic routier. Probablement que les véhicules autonomes d'ailleurs vont permettre d'éviter des embouteillages, éviter la pollution. Petite description, ça c'est très récent. Mais néanmoins, la grande base des algorithmes actuels ont été inventés dans les années 70-80 en fait. Et la raison pour laquelle ça n'est que maintenant que ça apparaît, c'est qu'en fait, on a pu faire tourner ces algorithmes de façon efficace que grâce à deux révolutions. La première, c'est Internet. Parce que Internet a permis à Google et à Facebook d'avoir accès à vos données. Et donc c'est grâce à ces données qu'ils ont pu entraîner leurs algorithmes, toutes ces images, tout ça, ce sont vos photos finalement. Donc il fallait ces données pour entraîner les algorithmes. Et l'autre ingrédient vraiment essentiel, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez, mais on va de plus en plus vers des ordinateurs parallèles. Avant, votre ordinateur, il avait ce qu'on appelait un seul cœur. Maintenant, il a plusieurs cœurs. Donc il est capable de calculer en parallèle. Et on a aussi ce qu'on appelle des cartes graphiques sur nos ordinateurs qui permettent de faire plusieurs calculs en même temps. Et ça, vous voyez, pour l'intelligence artificielle, c'est très important, parce qu'on a vu tout à l'heure, vous avez vu le nombre de recettes de gâteaux au chocolat qu'il fallait tester avant d'en faire un. Et si on peut faire plein de recettes en même temps, vous voyez que ça va accélérer beaucoup le calcul. Il va vraiment falloir révolutionner l'électronique. Et c'est ce sur quoi, c'est ce qui me passionne, et c'est ce sur quoi je travaille. Alors pourquoi? Donc en fait, faire tourner l'intelligence artificielle aujourd'hui sur nos processeurs, que ce soit même ces cartes graphiques dont je parle, c'est comme de réaliser une recette dans une cuisine complètement innovante. Je vais prendre une tomate, je le coupe, je fais 100 mètres, je vais la couper, je repars, je dois prendre un nouvel ingrédient, etc. Ça met un temps infini. Donc, pour un programme classique, en fait, on ne s'en rend pas compte dans un ordinateur, parce que nos ordinateurs sont ultra rapides. Ils fonctionnent au gigahertz. Donc, c'est comme si, en fait, on avait un bus ultra puissant qui fait des allers-retours à une vitesse supraluminique dans notre cuisine. Et donc, ça fonctionne. Mais cependant, le problème, c'est que vous imaginez que le bus, pour le faire aller assez vite, la consommation électrique crée tout ça, donc ça tourne là-dessus, ça consomme énormément d'électricité, et c'est long, c'est tellement, on ne sait toujours pas, par exemple, ces intelligences artificielles ne peuvent pas apprendre en temps réel au flux des données qu'on leur présente. Finalement, l'intelligence artificielle, c'est un réseau de neurones. Les réseaux de neurones, ils sont inspirés du cerveau, de la nature. Or, la nature, elle consomme extrêmement peu d'énergie, tout. En fait, presque tout dans la nature, tous les êtres vivants, même les plantes, font des calculs avec très peu d'énergie. Par exemple, vous prenez ce tournesol. Vous voyez, il est capable de suivre le soleil toute la journée.
pour bénéficier au maximum de son exposition. En fait, pour faire ça, c'est d'une manière complètement différente qu'un ordinateur le fait, mais il résout une équation différentielle compliquée. Et il le fait avec très peu d'énergie, photosynthèse ou électrique. Et malgré ça, on est capable de faire des choses quand même incroyables. On est capable même on est capable de rêver, de créer, d'analyser. Finalement, avec moins d'énergie qu'une ampoule électrique, on peut survivre et réaliser toutes ces tâches importantes pour notre vie. Et tous les neurones, on l'a vu également, ils sont reliés par les synapses. Et les synapses, elles portent la mémoire. La mémoire, chaque synapse porte un petit bout de mémoire. La mémoire est complètement distribuée dans ce réseau de neurones. Et donc, en fait, vous voyez qu'on n'a pas du tout de bus qui fait des trajets gigantesques. En fait, les synapses donnent des ingrédients directement au contact des neurones. On évite complètement ces déplacements fous des ingrédients. Et c'est vraiment une des raisons principales pour laquelle le cerveau est si économe en énergie. C'est un ordinateur. Non seulement il peut faire des calculs mais parfaitement, c'est-à-dire prendre des racines cubiques de nombres très compliqués, ce que nous, on n'est pas capable de faire, peut-être. Mais aussi, ils sont d'une précision parfaite dans les circuits. C'est-à-dire que dans un processeur, il y a des milliards de transistors. S'il y en a un qui ne fonctionne pas, le processeur est s'inspirer de cette architecture des réseaux de neurones. C'est-à-dire de vraiment réaliser des rangées de neurones matériels qui seraient connectés par des synapses matérielles. Vraiment, c'est-à-dire que alors que dans un ordinateur, tout ceci est décomposé sous forme de 0 et de 1 et enfourné dans notre processeur, puis ça tourne, de vraiment faire des puces où on a des neurones, c'est-à-dire qui réalisent ces fonctions non linéaires dont je vous ai parlé, et puis qui sont connectés par des vrais synapses. On commence à essayer de faire des puces de ce type-là, vraiment organisées comme ça. Le problème, c'est que ces puces, par exemple la puce d'IBM, le True North ici, elle contient déjà des milliards de transistors. Néanmoins, cette puce, donc elle est extrêmement performante, ils ont tout repensé de son organisation. C'est vraiment avec des neurones faits avec des transistors les plus sophistiqués. Elle est capable de réaliser des petits problèmes, par exemple, reconnaître dans une vidéo, un flux de vidéo, elle peut reconnaître des cyclistes, des piétons, mais elle ne sait pas apprendre. Elle ne sait pas apprendre. En fait, l'apprentissage dont je vous parlais, l'ajustement des ingrédients, il est fait sur un super ordinateur qui trouve des paramètres, qui ensuite vient les mettre dans la cascade. Voilà. Attention, là je les ai juste mis les uns à côté des autres, je ne les ai même pas connectés. En fait, ça c'est un des gros défis actuels. Comment est-ce qu'on fait pour connecter? Vous voyez, dans le cerveau, il y a 10 000 synapses par neurone. Comment on fait pour faire ça en réalité avec des fils électriques, un fil différent, un axone différent. Là où il y a les trous, en fait, là où passe la caméra, ce sont les vaisseaux sanguins. Et vous voyez la densité de la biologie, c'est-à-dire à quel point c'est intriqué, c'est une vraie pelote de fil, c'est comment faire ça avec notre électronique qui est habituée à aller tout droit, à faire des angles, etc. Vous voyez le défi que ça représente de faire ça avec des fils électriques. Sans évidemment qu'il y ait de court-circuit entre chaque et en étant bien précis sur réaliser un nanoneurone capable de faire des tâches cognitives. Alors, on en a fait un, donc il fait des tâches simples. Et ce nanoneurone, il est quand même capable, donc il est très rapide, et il est capable, vous voyez, on le voit en train de cuisiner, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est capable de traiter des données extrêmement rapidement, au mégahertz, et ce qu'on a montré, en fait, avec ce nanoneurone, qui est ici de forme cylindrique, c'est qu'il était capable de processer, donc en fait, on a enregistré des gens qui prononçaient des chiffres de 0 à 9, et ensuite, ces formes-là, on les a données aux nanoneurone et on a utilisé une astuce, ce nanoneurone, il est tellement rapide qu'on a, avec on a pu en noter plusieurs, qui a joué le rôle de plein de neurones, et grâce à ça, on a pu reconnaître quel était le chiffre prononcé, malgré le fait qu'il y avait plein de locuteurs différents avec des accents différents. C'est parce qu'un neurone, c'est le cuisinier dans la recette. Donc si à chaque fois qu'on lui donne des ingrédients, il fait un peu n'importe quoi, qu'il ne fait pas la recette pareille, ça ne va pas marcher. Vous voyez, l'algorithme, s'il ne va pas pouvoir tourner, il faut quand même qu'un cuisinier fasse toujours la recette de la même manière. Or, les composants nanométriques, comme leur volume il est très petit, ça a tendance à avoir des propriétés peu stables. Et donc, en fait, notre nanoneurone, c'est ça, c'est deux aimants empilés, séparés par une barrière isolante. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on envoie, donc, ce que vous ne voyez pas sur l'image, c'est qu'en fait, là, on voit juste le petit cylindre, mais il y a des amenées de courant aussi, qui peuvent amener des électrons, il y a un courant électrique à travers le dispositif.
lorsqu'on envoie un courant électrique à travers ce dispositif, en fait, les électrons vont passer à travers le premier aimant. Vous savez, un aimant, ça aime bien tourner. Donc en fait, les électrons, ils acquièrent un peu du spin du premier aimant. Et lorsqu'ils arrivent sur le deuxième aimant, ils vont lui donner un peu de ce qu'on appelle ça du spin. Ils vont lui donner un petit peu de rotation. Ils sont émis de façon extrêmement rapide. Tac, tac, tac. Et pourquoi c'est intéressant ça? C'est parce que ça imite vraiment une propriété du cerveau, qui est que chaque neurone communique vers les autres neurones par des impulsions électriques. Vous voyez ici, c'est une vidéo, hein, c'est une reconstruction, et vous voyez comment l'électricité va se propager sur les axones, sur les synapses, et lorsque un neurone reçoit suffisamment d'informations par les synapses, il va émettre une impulsion électrique qui ensuite va être transmise aux autres neurones, etc. Et donc notre nanoneurone, il peut imiter ça. Ils peuvent communiquer entre eux, on l'a déjà montré dans le passé pour d'autres applications. C'est-à-dire que les émissions d'un neurone peuvent venir influencer un autre neurone. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, on va peut-être pouvoir les faire communiquer par Wi-Fi, sans fil, grâce aux ondes qu'ils émettent. C'est ça notre but. C'est d'éviter d'avoir à faire 10 000 fils comme ça par neurone et de les faire communiquer par leurs ondes radio, sans fil. C'est-à-dire que chaque neurone, en quelque sorte, va faire le calcul et émettre le résultat de ce calcul vers les autres neurones qui vont le recevoir, puis ensuite réémettre. Ils s'organisent en bancs et ils bougent leur nageoire. Quand ils bougent leur nageoire, ça émet des ondes. Et donc, chaque poisson reçoit, est sensible aux ondes de ses voisins, à ces ondes qui se propagent dans l'eau, et ça les aide à rester en banc. Et ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est que grâce à ces ondes, le banc de poisson peut se reconfigurer extrêmement rapidement. Regardez ce qui se passe lorsqu'on a un prédateur qui s'approche du banc de poisson. Hein? Vous voyez à quelle vitesse le banc de poisson s'est reconfiguré, a changé. C'est parce qu'ils sont, grâce aux ondes qui se transmettent entre les poissons, ils ont pu communiquer et se réarranger. Et donc, ce mode de fonctionnement, c'est très très similaire à ce qui se passe dans le cerveau, où les neurones communiquent entre eux comme les poissons. Et bref, notre but dans le futur, à nous, ça va être de faire communiquer, de s'inspirer peut-être aussi de ce type de communication pour faire réaliser à nos assemblées de nanoneurones qui communiquent par les ondes des calculs intéressants et d'aller vers des puces vertes qui consomment très peu d'énergie. Voilà. Merci beaucoup.